Bonjour à tous, bienvenue dans La séance est ouverte. Dans cet épisode, je vous propose de suivre la table ronde organisée par la Commission des affaires sociales réunissant les 4 plus grandes entreprises de tabac, fiscalité, marché noir, travail des enfants, vape, puff ou encore tabac chauffé. Les sujets sont nombreux, vous allez le voir. Regardez. Heureux de vous accueillir. Après avoir entendu ce matin les associations experts de santé publique, nous ouvrons désormais une audition avec les représentants des principaux fabricants de tabac qui viennent s'exprimer devant la représentation nationale. Alors, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, même si elle n'a pas été totalement simple à organiser, mais au final, l'important, c'est qu'elle puisse se dérouler. Le sujet qui nous réunit est grave. Chaque année, le tabac cause près de 75 000 décès en France, avec un coût social qui s'élève à 156 milliards d'euros par an, est-il évalué, et l'État perd chaque année 3 à 5 milliards d'euros de recettes fiscales à cause du commerce parallèle. Alors ce commerce parallèle qui fragilise le réseau des buralistes, qui réduit l'impact des politiques de santé publique, mérite d'être mieux éclairé, mieux compris. On nous dit qu'il résulte de consommateurs opportunistes, de douanes inefficaces ou de réseaux de contrefaçon, mais la réalité est plus complexe. 3 composantes se distinguent. D'abord, les achats transfrontaliers alimentés par des écarts de fiscalité et de prix. La contrebande de masse, mais rendue possible par une surproduction destinée à l'export. Et enfin, des contrefaçons dont les données montrent qu'elles restent malgré tout marginales. Vos entreprises continuent de mettre en avant des chiffres qui sont contestables, on le sait, et notamment à travers une étude qui est souvent mise en avant par vous-même, KPMG, sur la contrefaçon, et donc qui sont des études commandées par vos soins, et je crois qu'on attend dans les prochains jours des études dont la méthodologie sera plus assurée, commandée par l'État. Plusieurs questions peuvent se poser. Quelle fiabilité accorder à vos évaluations sur l'importance de la contrefaçon quand d'autres sources indépendantes, comme en Irlande, ne la détectent pas? Comment justifier que seuls 12% des ventes de tabac au Luxembourg correspondent à une consommation locale réelle quand l'excédent alimente massivement les marchés voisins? Enfin, estimez-vous respecter le protocole de l'OMS qui impose d'adapter les approvisionnements aux besoins locaux, ou organisez-vous sciemment, et pour quelles raisons, un surapprovisionnement qui profite au commerce parallèle? Voilà. Mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est de vous écouter. D'abord dans une intervention préalable et puis ensuite de répondre aux questions qui vous seront posées par les députés. L'objectif, c'est effectivement que ensemble, nous puissions mieux comprendre les phénomènes d'un marché qui reste peu transparent, avec des dysfonctionnements qui sont nombreux et qui ont un impact sur la santé publique qui, bien sûr, nous, ici, nous intéresse au premier chef. Voilà, alors je crois que vous aviez souhaité intervenir dans un ordre bien précis, en commençant par vous, Madame Martel. Donc, je vais vous donner la parole en premier. Je vous aurais pu vous présenter, pardon. Donc, Madame Martel, directrice d'affaires externes de Philip Morris France. À ses côtés, Madame Marine Sauce, responsable des affaires réglementaires de Japan Tobacco International. À ses côtés, Monsieur Sébastien Charbonneau, directeur des affaires publiques et réglementaires British American Tobacco. Et ensuite, Madame Caroline Brabant, directrice affaires publiques et relations extérieures d'Imperial Brands CETA. Voilà, donc Madame Martel, je vous laisse la parole en premier. Essayez de ne pas dépasser 10 minutes, ce qui permettra bien sûr d'avoir le temps des questions et des réponses. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour cette audition, car pour Philip Morris, elle est l'occasion de vous partager nos vues sur plusieurs points. Tout d'abord, le retard de la France dans sa lutte contre le tabagisme, et dans un second temps, la manière dont les nouveaux produits de la nicotine, s'ils sont bien encadrés, peuvent accélérer la disparition de la cigarette dans notre pays sans y exposer les mineurs à une dimension très importante pour nous. Donc tout d'abord, le retard de la France dans sa politique de lutte contre le tabagisme. Alors la dernière fois que Philip Morris a été auditionné, c'était l'année dernière par vos collègues de la Commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre de la MEX sur la fiscalité comportementale. L'une des conclusions des sénateurs dans leur rapport a été, je cite, que la politique de réduction du tabagisme est un échec, avec une prévalence à peu près stable depuis 1960, malgré l'effet de la hausse de la fiscalité. Cet échec pointé par le Sénat, il est multiple, et à moins d'être dans le déni, il est factuellement indiscutable aujourd'hui. Sur le plan de la santé, tout d'abord, il y a toujours en France 14 millions de fumeurs, comme vous le savez. Les objectifs affichés des plans anti-tabac sont donc loin d'être atteints.
Sur les 10 à 20 dernières années, beaucoup de pays ont réussi à diviser leur prévalence tabagique par 2, voire par 3 ou 4. Celle de la France ne baisse que très marginalement. Le nombre total de fumeurs a même augmenté depuis l'an 2000. Cette stagnation s'accompagne d'une forte inégalité sociale, comme vous le savez également, puisque les populations défavorisées fument jusqu'à 2 fois plus que les populations aisées. Alors, du point de vue de l'ordre public, le bilan est très inquiétant. L'actualité met sans arrêt en avant les narcotrafics, mais le commerce illicite de cigarettes, plus rentable, moins puni que le trafic de drogue, est lui aussi devenu une réalité dans tous nos territoires. Ainsi, d'après ce rapport KPMG, près de la moitié des cigarettes consommées en France sont désormais achetées ailleurs que chez un buraliste, et 2 tiers de ces achats sont des produits illicites. Sous l'impulsion de Gabriel Attal, quand il était ministre du Budget, le gouvernement s'était engagé à fournir rapidement une estimation claire de ce marché parallèle. Mais presque 4 ans plus tard, ces données publiques se font encore attendre. Ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années, les trafics sont dénoncés de toutes parts, par les élus, par les commerçants et par les riverains des quartiers qui sont touchés. Alors ce phénomène criminel, il a aussi un corollaire budgétaire. Depuis 2021, malgré des hausses de taxes répétées, les recettes fiscales du tabac s'érodent inexorablement. En 2024, elles étaient de 13,2 milliards, soit une baisse de 1,6 milliard en 4 ans seulement. Certes, on pourrait avancer que le propre de la fiscalité comportementale est de baisser au fil du temps. Mais puisque le nombre de fumeurs reste stable, cette chute des recettes signifie seulement que le revenu des produits du tabac ne va plus dans les poches de l'État, mais dans celles des trafiquants. Rien qu'en 2024, on estime à 9,5 milliards le manque à gagner pour l'État lié au marché parallèle. Cette perte de recettes se fait sur fond de mésestimation systématique du rendement fiscal des produits du tabac par l'administration. La DSS présente chaque année des prévisions de recettes tabac totalement fantaisistes pour justifier des hausses de taxes dans le PLFSS. Et on voit chaque année un écart de plusieurs centaines de millions d'euros entre recettes annoncées et recettes perçues, jusqu'à 800 millions d'écart en 2024. Si on veut rétablir l'équilibre des comptes sociaux en France, il est temps d'admettre l'échec budgétaire de la mécanique qui est à l'œuvre dans ce domaine. L'hypertaxation des produits du tabac qui caractérise la France, on parle quand même d'une hausse de 300% depuis l'an 2000. Cette hypertaxation pousse le fumeur à se tourner toujours plus vers les cigarettes illicites, ce qui engendre un effondrement des recettes. Enfin, au niveau des territoires, cette politique est désastreuse. Du fait de la concurrence des vendeurs à la sauvette, la perte des revenus pour les buralistes ne fait que se creuser, avec comme conséquence leur disparition progressive et la mise en péril de 80 000 emplois. En 20 ans, c'est 1/3 des buralistes qui ont fermé, soit près de 10 000 points de vente. Avec un peu de pragmatisme, on pourrait pourtant imaginer que ces acteurs de proximité jouent un rôle dans la transition tabagique du pays, ce qui, de surcroît, préserverait le tissu économique local. Alors l'échec et le retard de la France dans sa lutte contre la cigarette sont aujourd'hui criants, sans qu'on voit pourtant poindre le moindre signe d'un changement d'approche, ce qui permettrait pourtant un changement d'accélérer l'éradication de la cigarette, car l'enjeu est bien là, selon nous, dans l'accélération. Ces dernières années, tous les pays qui sont parvenus à faire baisser rapidement leur nombre de fumeurs ont un point commun. Ils ont fait une place aux nouveaux produits de la nicotine dans leur politique de santé, en ajoutant une approche de réduction des risques à l'impératif de sevrage et de prévention qui restent des priorités. La France pourrait s'en inspirer. Or, il n'en est rien. À rebours de cela, au pays des Lumières, l'application outrancière du principe de précaution conduit à une épidémie d'interdiction qui étouffe l'innovation sans bénéfice pour quiconque, ni pour les fumeurs adultes qui sont privés de nouvelles solutions pour arrêter la cigarette, ni pour les mineurs qui continuent d'accéder aux produits après les interdictions. Dans un monde ouvert, éclairé et digitalisé, qui peut encore croire qu'une interdiction décrétée va se révéler protectrice ? 8 mois après l'interdiction de la cigarette électronique jetable, les puffs remplissent les poches des adolescents. En réalité, les interdictions se soldent toujours par l'émergence d'un marché clandestin qui reste hors de contrôle et auquel les plus jeunes sont particulièrement exposés. Alors plutôt que de reproduire invariablement les mêmes méthodes qui conduisent forcément aux mêmes effets, nos pouvoirs publics devraient commencer par évaluer sérieusement le bénéfice-risque des nouveaux produits de manière scientifique avec nos agences de santé telles que l'ANSES. Je parle de la vape, du tabac chauffé, des sachets de nicotine, pour réglementer, commercialiser et fiscaliser de manière différenciée ces produits et qu'ils puissent jouer leur rôle. J'ai démarré en citant vos collègues du Sénat, je conclurai en citant ceux de l'OPEXT. Fin 2023, leur conclusion était la suivante. Il faut lancer rapidement de nouvelles études sur les alternatives à la cigarette pour en estimer le rapport bénéfice-risque. Il faut continuer à mettre en place tous les outils nécessaires à prévenir et empêcher la consommation de produits nicotiniques par les mineurs. Et si le sevrage doit constituer l'objectif à atteindre, il convient d'adopter une approche de réduction des risques pour les fumeurs qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas utiliser les produits nicotiniques traditionnels. Malheureusement, les conclusions de ce rapport de l'OPEX ne sont toujours pas suivies des faits, mais cette audition est, nous l'espérons, l'occasion de revenir ensemble sur ces recommandations. Je vous remercie et suis prête à répondre à vos questions.
Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Madame Marine Sauce, Japan Tobacco International. Alors, prenez le micro. Attendez, fermez le micro ici, si vous pouvez. Merci. Appuyez à droite. Voilà. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de nous avoir invités à participer à cette table ronde pour exprimer la position de Japan Tobacco sur ces problématiques à la fois fondamentales pour notre groupe et pour les pouvoirs publics, pour également dissiper certaines idées fausses qui ont la vie dure. Comme vous le mentionnez, je suis Marine Sauce, responsable des affaires réglementaires chez Japan Tobacco. Si vous le voulez bien, je vous présenterai brièvement notre groupe. Puis, je reviendrai plus en détail sur les défis posés par le commerce illicite et la contrefaçon, sur les facteurs qui expliquent cet état de fait, et enfin sur ce que nous disent ces facteurs en termes d'élaboration de politiques publiques plus efficaces pour l'ensemble des produits nicotiniques. 2 mots sur notre groupe. Nous sommes le 2e fabricant de tabac en France, avec 25% du marché des cigarettes, 50% du tabac à rouler. Et plus récemment, nous nous sommes lancés sur le segment des produits à risque réduit à usage oral avec les sachets de nicotine. Comme vous le mentionnez, Monsieur le Président, notamment dans le communiqué de presse publié en amont de cette audition, le commerce parallèle est un véritable fléau national. Je ne reviendrai pas sur le constat présenté par mon homologue, auquel nous souscrivons pleinement et qui est une réalité. En France, une cigarette sur 2 est achetée en dehors du réseau des buralistes, dont 15% environ sont attribuables à la contrefaçon. La France se distingue assez tristement au sein de l'Union européenne, puisqu'elle représente à elle seule 50% du commerce illicite de tabac. Une fois ce constat présenté, la véritable question, celle qui nous réunit aujourd'hui, est: quels sont les facteurs déterminants de ce commerce illicite et comment s'attaquer à la racine du problème? Il y a d'abord et avant tout la question du prix, qui s'explique par une politique fiscale agressive ininterrompue depuis une vingtaine d'années. Le prix de la marque la plus vendue est ainsi passé de 4 à 13 € en 20 ans. Et ce dernier continuera vraisemblablement d'augmenter l'année prochaine du fait de l'inflation et de l'écotaxe sur les mégots. L'actualité récente illustre parfaitement les dérives de cette fiscalité punitive. Prenons l'exemple de CarClop, cette plateforme de particulier à particulier, lancée un peu plus tôt ce mois-ci, avec pour seul et unique but d'acheter son alcool et ses cigarettes moins chères. Donc, cet exemple, comme beaucoup d'autres, nous montre une chose: les faits sont sans appel. En augmentant le prix, on ne tue pas la demande, on la déplace. Donc, cette augmentation vertigineuse du prix a eu plusieurs effets. Elle a tout d'abord créé une amplitude considérable avec les pays voisins. Et cet écart de prix, couplé à un contexte de libre circulation des marchandises, ont fait de la France un pôle d'attraction du tabac illicite, alimentant le crime organisé, des importations à grande échelle et des opérations de contrefaçon. C'est un constat largement partagé par Europol. Pour quels résultats, pour quels effets? La consommation de tabac a faiblement diminué, donc des effets, un impact assez marginal. La prévalence tabagique était de 25,5% en 2020. Elle reste à un niveau élevé de 23,1% en 2023. Donc, ce que nous préconisons, c'est un changement de paradigme, un changement d'approche qui s'attaque notamment à la question du prix de manière franche et réaliste. Tout ne relève bien évidemment pas des pouvoirs publics. JTI prend de son côté des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène. Nous renforçons et nous sécurisons notre chaîne d'approvisionnement via des investissements importants. Nous collaborons également fortement avec les forces de l'ordre et les gouvernements. À titre d'exemple, depuis le début de l'année 2025, JTI a contribué au démantèlement de 7 sites de production illicites en Europe et en Ukraine. Ces sites de production représentaient
environ 4,1 milliards d'unités par an. Et la France figurait parmi les principaux pays touchés par ces sites de production illicites. 2 mots maintenant sur le protocole de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Nous ne sommes bien évidemment pas opposés aux objectifs du protocole pour des raisons évidentes. Nous regrettons cependant que ce dernier ne s'attaque pas à la cause du problème et se concentre davantage sur les symptômes. C'est pourquoi, là encore, nous préconisons une approche différente en agissant directement sur les réseaux de contrebande plutôt qu'en multipliant les contraintes administratives sur les opérateurs légaux. Comme l'a mentionné mon homologue, on ne parle plus aujourd'hui uniquement de marché du tabac, mais de plus en plus d'un marché des produits nicotiniques. Et s'agissant de ces produits nicotiniques, le cadre réglementaire est inadapté, à la fois incomplet et prohibitionniste. Les cigarettes électroniques, comme les sachets de nicotine, peuvent aujourd'hui être vendus en ligne, en dehors du monopole des buralistes, ce qui complexifie à la fois le contrôle de la chaîne d'approvisionnement et la lutte contre les trafics. Il est donc essentiel de mettre en place un cadre réglementaire strict et équilibré pour protéger les consommateurs, plutôt que d'interdire et ainsi les livrer à des produits non réglementés. L'exemple des puffs est parlant. L'interdiction pure et simple a contribué à créer un marché parallèle. Aujourd'hui, il suffit d'un clic sur Internet ou d'un passage en épicerie de nuit pour s'en procurer. Donc concrètement, nous appelons à des solutions pragmatiques, sortir d'une logique purement fiscale qui creuse l'écart avec nos voisins et alimente les trafics, renforcer les moyens de contrôle et cibler directement les réseaux criminels, et enfin étendre cette approche à l'ensemble des produits nicotiniques en privilégiant la régulation à la prohibition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sébastien Charbonneau. Je vous donne le micro. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je vous remercie pour l'invitation à nous exprimer aujourd'hui devant votre commission sur des sujets aussi importants que la lutte contre le tabagisme et aussi le commerce illicite du tabac. Nous avons aujourd'hui, je ne rénumérerai pas tous les chiffres qui ont été donnés, mais nous avons une des politiques fiscales sur le tabac les plus punitives d'Europe. En France, le prix moyen d'un paquet est presque à 13 €. Donc 85 % reviennent à l'État dû à sa fiscalité. Alors qu'en Espagne, en Italie ou au Luxembourg, les mêmes paquets vont se vendre entre 5 et 7 €. Donc, conséquence, des milliards d'euros de recettes fiscales sont perdus au fil des ans. Et une prévalence tabagique, quant à elle, qui stagne obstinément à 30 % ici en France. Alors, je pose la question. Qui peut encore prétendre que l'augmentation des taxes est efficace pour faire reculer le tabagisme? La réalité est autrement. Cette politique a surtout favorisé une contrebande qui est organisée, industrielle et bien structurée. Bien sûr, on peut renforcer les sanctions contre les trafiquants. On peut donner plus de moyens aux douanes et aux forces de l'ordre qui font déjà un excellent travail avec les ressources qui sont mises à leur disposition, bien sûr. Et on peut aussi engager la responsabilité des plateformes numériques, qui sont aujourd'hui devenus les premiers buralistes illégaux de France. On peut également, bien sûr, regarder à la mise en œuvre d'efforts de collaboration internationaux pour contrer le défi mondial que représente le commerce illicite de tabac tel que voulu par le protocole de l'OMS. Ces mesures sont utiles, certes, mais elles ne suffisent pas. Elles ne répondent pas à la question de fond. Comment faire pour faire en sorte que le tabagisme baisse et ce de façon durable? Le commerce illicite, c'est d'abord le symptôme d'un échec collectif. Et l'État ici a un devoir moral. Il faut aider les fumeurs à se libérer du tabac. Cela suppose donc une approche pragmatique, basée sur la science et non l'interdiction par principe. Aujourd'hui, au lieu d'encadrer les alternatives, notamment les sachets de nicotine,
On souhaite les interdire. Résultat, on créera un nouveau marché parallèle. Il faut sortir de ce réflexe d'interdiction systématique. Ces nouveaux produits qui sont sans tabac, sans combustion et donc sans fumée se doivent d'être encadrés, certes, fiscalisés, mais surtout vendus par des commerçants responsables et non pas des trafiquants dans la rue. Regardons la Suède. Là-bas, ces produits sont encouragés, certes encadrés, régulés strictement, et le tabagisme est tombé à près de 5 %. Alors, ce que nous proposons, c'est du pragmatisme, une voie de compromis, l'interdiction de vente aux mineurs, des normes pour ces produits, limiter la teneur en nicotine et les arômes permises, et surtout des sanctions conséquentes en cas d'infraction. Ce que nous défendons, ce n'est pas le laisser-faire et encore moins le statu quo. Ce que nous défendons, c'est l'interdiction de ces produits aux mineurs, certes, mais sans pour autant empêcher les fumeurs adultes d'avoir accès à des alternatives au tabac, et ce, légalement, ici en France. Cependant, cette transition requiert le soutien des gouvernements et des autorités de santé publique, qui doivent reconnaître le bénéfice de ces produits et ainsi pouvoir permettre aux fumeurs adultes d'avoir des choix de produits qui peuvent être plus adaptés pour eux, et ce, afin de les aider à réduire leur consommation tabagique. Malheureusement, la France semble vouloir s'y opposer. En conclusion, interdire un produit ne fonctionne pas. L'histoire nous l'a enseigné, et ce, à maintes reprises. C'est l'approche la plus contre-productive. Cela témoigne d'un manque de courage politique pour réglementer des produits qui peuvent réellement aider à réduire le tabagisme. Alors, vous êtes la représentation nationale, vous seul pouvez faire preuve de courage politique. Vous seul pouvez opposer les faits probants à l'idéologie protéger les mineurs sans punir les adultes. Vous seul pouvez enfin bâtir une stratégie cohérente de lutte contre le tabagisme pour la France, et ce, afin de se donner une réelle chance d'atteindre une première génération sans tabac d'ici 2032. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Caroline Brabant. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Nous tenions d'abord à vous remercier sincèrement pour cette audition aujourd'hui et pour l'opportunité, effectivement, de nous exprimer auprès de vous. Je vais vous présenter dans un premier temps notre entreprise. Donc, Imperial Brands CETA, filiale française du groupe Imperial Brands, est un acteur majeur donc, du secteur de la nicotine, qui a été créé donc, pour CETA en 1926, en étant le service d'exploitation industrielle des tabacs, qui était un monopole d'État. Nous sommes devenus CETA en tant que CETA propre en 1935, et notre société a été privatisée en 1995 pour être rachetée par le groupe Imperial Tobacco en 2008. Nous demeurons le dernier fabricant à avoir conservé une usine sur le sol métropolitain à Sandouville, près du Havre. Fort de notre histoire quasi centenaire, nous sommes aujourd'hui actifs dans la commercialisation des produits du tabac et les accessoires pour des marques emblématiques comme Gauloise, News, Fortuna ou Rilacroix. Depuis bientôt 10 ans, nous sommes engagés dans une transformation industrielle de grande ampleur. Ainsi, en 2018, notre société a été la première du secteur du tabac à démocratiser le vapotage au sein des réseaux des buralistes via le lancement de notre marque de cigarettes électroniques Blue. Nous pensons fermement que la cigarette électronique est un produit pertinent de réduction des risques liés au tabagisme, puisqu'elle ne contient pas de tabac et n'implique pas de combustion, qui est, comme vous le savez, responsable, dans le cas de la cigarette classique, de la production des substances toxiques à l'origine des méfaits du tabagisme. Aussi, nous sommes présents sur l'ensemble de la filière. Imperial Brands est la seule entreprise de son industrie à avoir une approche holistique et donc équilibrée du marché de la nicotine en France. C'est fort justement de ce positionnement et de cette approche holistique que nous apportons donc 3 constats qui nous amènent ici aujourd'hui. Le premier sera effectivement celui d'une fiscalité du tabac qui ne permet pas les rentrées budgétaires à même de mener les politiques de santé publique. Depuis 2022, les recettes fiscales sont en baisse, alors que la direction de la sécurité sociale justifie les hausses de fiscalité par des promesses de rentrée fiscale en hausse. Longtemps mises en avant par notre entreprise auprès des décideurs publics, les erreurs de prévision de la DSS ont enfin été démontrées par la représentation nationale. Aussi, dans leur rapport d'enquête sur les dérives budgétaires, les députés Mathieu Lefebvre et Éric Ciotti ont documenté ces erreurs de prévision concernant le rendement de la fiscalité tabac. Selon eux, le produit de l'accise sur le tabac est systématiquement surestimé année après année.
Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été effectivement présentés par mes homologues quant à la surestimation des recettes liées au tabac, mais nous partageons bien entendu ce constat et bien entendu nous partageons le constat du rapport d'enquête des députés Lefebvre et Ciotti sur ce point. L'État est donc le grand perdant de cette situation dont il est malheureusement à l'origine. Plutôt que d'augmenter la dose d'un traitement qui ne fonctionne pas, un changement de stratégie est à opérer d'urgence. Deuxième constat, celui d'une fiscalité tabac qui est peu efficace d'un point de vue comportemental. Au cours de ces 25 dernières années, le prix du paquet de cigarettes a été multiplié par 4, avec pour objectif de l'État d'inciter le fumeur à quitter le tabac en augmentant le prix. Aucun autre produit de la vie quotidienne n'a subi une telle inflation sur la même période. Et pour résultat, on a une stabilisation de la prévalence tabagique et une consommation stable. En somme, les fortes hausses fiscales de ces dernières années ne sont plus opérantes pour le fumeur. Comme le dit le rapport parlementaire sur les dérives budgétaires publié le 15 avril 2025, je cite, « La politique menée est donc inefficace sur le plan de la santé publique ». Troisième constat, le matraquage fiscal conduit le consommateur à quitter les réseaux du buraliste et non pas à quitter le tabac. Dans ce même rapport parlementaire, d'ailleurs comme dans celui de 2021 qui est venu en conclusion des travaux de la mission d'information relative à l'évolution de la consommation du tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac, le matraquage fiscal sur les produits du tabac est à l'origine du développement accéléré du marché parallèle. Les rapporteurs Mathieu Lefebvre, encore une fois, et Éric Ciotti confirment que, je cite, « les hausses des taxes entraînent en fait un déplacement de la consommation du marché légal vers le marché parallèle ». Aussi, le trafic de tabac en France connaît une dynamique préoccupante. Longtemps dominé par les achats transfrontaliers, il est désormais structuré autour de réseaux de contrebande et de contrefaçon. Il convient ici de mettre en garde contre l'approche du phénomène par le prisme du transfrontalier, qui ne permet pas de saisir la réalité du problème. Cette lecture occulte la structuration protéiforme des réseaux de vente illicites, qui s'ancrent dans les territoires, exploitent les failles du commerce numérique et mobilisent des circuits logistiques complexes. Nous parlons de contrebande et de contrefaçon. Quand en 2017, le marché parallèle représentait déjà 25% des cigarettes consommées en France, il est aujourd'hui de plus de 40%. Et sa structure évolue, démontrant une prépondérance notoire de la mainmise des réseaux criminels sur ce marché avec la contrebande et la contrefaçon. En 2017, la contrefaçon ne représentait rien dans le trafic du tabac, qui était composé de 50% de commerce transfrontalier et de 50% de contrebande. Aujourd'hui, la contrefaçon représente 40% du marché parallèle, la contrebande 50% et le transfrontalier 10%. Si ce marché parallèle crée de l'insécurité, des tensions locales bien entendu, finance la criminalité organisée, il est également un outil important et immédiat de contournement des politiques de santé publique, en donnant accès massivement à des produits attractifs puisqu'ils sont particulièrement bas en termes de prix comparativement aux produits légaux, et en plus qui sont par nature des produits qui ne sont soumis à aucune norme sanitaire. Pour notre entreprise dont les produits sont des entrées de gamme, le premier concurrent est désormais le marché parallèle. Très bien, merci de ces interventions préliminaires. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole aux membres de la commission, en commençant par Arnaud Simion. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Mesdames, Messieurs, d'après le ministère de la Transition écologique, plus de 23 milliards de mégots recouvrent chaque année l'espace public français. Ces déchets classés dangereux sont un facteur majeur de pollution environnementale des sols et des eaux. En effet, ils contiennent plusieurs milliers de substances chimiques, naphtalène, ammoniac, arsenic, mercure. Et il leur faut plusieurs années, voire plusieurs décennies pour se dégrader. L'impact écologique et sanitaire est donc indéniable. Par ailleurs, leur collecte, ramassage et traitement constituent un poids financier considérable pour la collectivité publique. Depuis 2021, au nom du principe pollueur-payeur, les producteurs de tabac en France doivent financer la collecte et le traitement des mégots jetés dans l'espace public. Cette obligation est gérée par Alcom, qui redistribue les fonds collectés aux collectivités locales pour soutenir leurs actions de nettoyage et de prévention. Mesdames, Messieurs, les entreprises que vous représentez aujourd'hui sont administratrices et actionnaires d'Alcom. Elles participent donc à la décision et financement et financent la structure et sont parfaitement informées de la situation. Or, Alcom, elle fait l'objet ces dernières années de plusieurs sanctions administratives en raison de manquements à ses obligations légales. Le 15 novembre 2023, le ministère de la Transition écologique lui a infligé une astreinte financière pour non-présentation dans les délais requis d'un contrat type destiné à soutenir financièrement les collectivités territoriales pour l'installation de cendriers de rue.
En juin 2024, une seconde sanction a été prononcée portant sur une période de 92 jours en raison du non-respect des objectifs définis dans le cahier des charges de la filière responsabilité élargie du producteur tabac. Plus récemment, le 19 juin 2025, une nouvelle astreinte journalière de 350 €, que je trouve personnellement ridiculeusement basse, a été infligée à Alcom à compter du 1er septembre 2025 pour non-exécution des dispositions prévues au cahier des charges concernant notamment le financement des projets de recherche et développement sur le recyclage des mégots. Par conséquent, mesdames, messieurs, comment expliquez-vous ces manquements répétés? Serait-il dû aux dispositions du cahier des charges de la filière que vos entreprises respectives trouvent trop contraignantes? Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de prendre trois questions et puis ensuite on fera un tour de réponse et on progressera ainsi dans la discussion. Monsieur Henrik Davy. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette seconde audition ne devrait pas avoir lieu, puisque dans le cadre de la Convention de l'OMS pour la lutte anti-tabac, elle nous interdit, dans la construction des politiques de santé publique sur le tabac, d'accepter le lobbying et les mensonges des producteurs. Mais bon, passons. Commençons par un peu d'histoire des sciences. En 1953, des chercheurs du Sloan Kettering Institute à New York démontrent que du goudron de cigarette étalé sur la peau de souris provoque des cancers mortels. 72 ans plus tard, les faits, pour reprendre votre terme, Marine Sauce, sont sans appel. Le tabac est toujours la première cause de mort et de maladies évitables. Chaque année, 75 000 personnes meurent du tabac en France. Et chez les hommes de 35 à 69 ans, c'est un décès sur 3 qui est directement lié au tabac. Alors, ce sont les personnes les plus précaires qui fument le plus et qui sont donc le plus touchées par ce fléau. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car la nicotine est une drogue dure. C'est pour cela que les produits dérivés ne sont pas une solution. Un tiers des jeunes ont déjà fumé à 17 ans, et vous êtes collectivement responsables avec les puffs, les produits plus sucrés et colorés, le marketing sur les réseaux sociaux. Vous orchestrez une stratégie agressive en leur direction. Et le tabac, je voudrais le dire aussi, est un désastre financier et environnemental. Le coût pour la collectivité est de 156 milliards d'euros par an, entre les soins et les conséquences économiques indirectes, soit 10 fois le déficit de la sécurité sociale. Ce n'est pas un détail. Le tabac est aussi responsable, ça a été dit par mon collègue, d'une pollution massive, mais les 23 milliards de mégots jetés, en plus de polluer la nature, peuvent déclencher des incendies de forêt. Bon. Mais dans ce contexte, vous continuez à défendre l'extension de ce marché de manière offensive, y compris par le lobbying politique. Autour de cette table, c'est 6 millions d'euros en lobby et affaires publiques dépensés entre 2020 et 2024. Et vos objectifs sont toujours les mêmes, atténuer l'effet des politiques publiques, combattre la fiscalité comportementale et promouvoir un règlement favorable à vos produits. Et vous mentez, je suis désolé, mais l'augmentation des prix n'accroît pas la vente illicite. On a les chiffres, on vous les redonnerait. Vous mentez, l'augmentation des prix induit une baisse de consommation. J'ai fait la revue de toute la littérature, je suis moi-même scientifique, je peux vous dire, tous les articles scientifiques sur ce sujet sont unanimes. Donc mes questions assez simples. Pouvez-vous nous indiquer vos niveaux de profit et marge que vous avez reversés à vos actionnaires et combien vous dépensez en marketing et en R&D, soi-disant pour avoir des meilleurs produits? Et deuxième question, comment organisez-vous la transition de votre industrie vers des produits moins nocifs? C'est un vrai sujet pour quitter le monde de la nicotine. Merci. Très bien, merci. Juste une petite remarque par rapport au tout début de l'intervention, chers collègues. Évidemment que ce passage du protocole de l'OMS que vous évoquez ne s'applique pas évidemment aux assemblées parlementaires qui sont totalement libres dans leur conduite de leurs travaux de pouvoir auditionner qui que ce soit. Elle fait référence aux États et au gouvernement dans la conduite de leur politique de santé. Évidemment pas les assemblées parlementaires. Heureusement d'ailleurs. Monsieur Adrien Clouet. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas tous les jours que l'Assemblée nationale reçoit une industrie qui tue délibérément 75 000 personnes par an dans notre pays, celle du tabac. Personnellement, je ne comprends pas très bien votre présence ici. Lorsqu'on parle pesticides, on ne va pas inviter Bayer et ex-Monsanto, mais admettons. Faute de temps, j'aurai beaucoup de questions à poser à chaque entreprise. Je vais me concentrer sur Philip Morris, mais ça vaut pour les autres. J'aurai quelques interrogations. Je me demande où vous en êtes sur différentes dimensions de votre activité professionnelle. Par exemple, le fichage clandestin des députés au Parlement européen pour retarder la directive tabac, où est-ce que ça en est? Deuxièmement, le travail des enfants de moins de 10 ans qui ramassent à main nue du tabac en Bulgarie, au Kazakhstan, aux USA, en Indonésie, où est-ce que ça en est? Troisièmement, la dissimulation des résultats scientifiques qui prouvent la mortalité de votre activité, soit en achetant des laboratoires directement qui pourraient contester les conclusions, soit en fournissant des études falsifiées ou cyniques directement clés en main à des gouvernements. Où est-ce que ça en est? Avec peut-être une médaille pour celle fournie à la Tchéquie qui intégrait les économies des morts du tabac au régime de retraite. Où en est également votre convergence avec des réseaux de grande criminalité?
Par exemple, est-ce que M. Compaoré, Apollinaire Compaoré, représentant de Philippe Maurice au Burkina Faso, est toujours fiché comme contrebandier à l'ONU? Est-ce qu'il est toujours en lien avec des trafiquants de drogue du Sahel ou Al-Qaïda dans la région? Quatrième question, sur votre coopération avec l'État israélien en dépit des violations du droit international. C'est dommage par ailleurs que le député Botorel ne soit pas là, puisqu'il est devenu le porte-voix sur Twitter cette nuit. Et dernièrement, peut-être ultime question, est-ce que c'est simple de se reconvertir? Puisqu'avant d'être lobbyiste de la cigarette, Madame Martel, vous travailliez à Monsanto, puis Sanofi pour guérir les gens rendus malades, puis retour à des premiers amours chez BASF qui produit des pesticides interdits en France et maintenant dans le cadre de l'industrie du tabac. Madame Sauce, vous étiez, vous, assistante parlementaire du sénateur LR François Bonhomme qui défend les intérêts de la cigarette dans le cadre des PLFSS au Sénat. Donc je me demande comment s'opèrent ces évolutions professionnelles tout à fait intéressantes et stimulantes. Je pense que vos entreprises doivent être mises dans le droit commun, voire démantelées. Et du coup, je n'ai pas vraiment d'autres questions que celle de savoir comment vous comptez mettre fin à l'activité que vous représentez. Très bien, merci. Je vais vous donner la parole maintenant dans l'ordre que vous souhaitez et on continuera les questions ensuite de manière à pouvoir effectivement avoir des réponses les plus précises possibles. Qui souhaite prendre la parole en premier? Madame Martel, dans le même ordre que... Très bien, merci. Alors, je ne promets pas de répondre dans l'ordre et surtout tous les aspects parce qu'il y en a eu énormément d'évoqués, mais juste quelques commentaires par rapport à tout ce qui a été dit sur ces deux questions. Alors, sur le fait de notre présence, donc d'abord, on a été invité par la Commission des affaires sociales. Donc, on vient aussi dans un esprit de discussion, de partager nos données, de partager nos vues. Philippe Maurice, on est un industriel qui se transforme. L'entreprise d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans, d'il y a 50 ans. Vous avez affaire à des personnes qui n'étaient pas là aux époques dont vous parlez. L'entreprise est engagée dans une transformation. On en parle régulièrement en mettant au point des produits par une R&D, 14 milliards de R&D pour transformer l'entreprise, pour en effet en finir avec la cigarette. Donc c'est une transition, c'est une transformation. Et pour ça, on ne peut pas la faire tout seul. On peut proposer l'innovation, mais c'est vrai que c'est au pouvoir public après d'appréhender cette innovation, de l'évaluer scientifiquement. On a des agences de santé. On est un des seuls pays qui n'évalue pas les produits de manière méthodique. Tous les autres pays qui nous entourent, et même plus lointains, le font. Et cette évaluation, elle doit permettre de les encadrer, de les fiscaliser. Et quant à être là, encore une fois, c'est une question aussi de démocratie, de pouvoir exprimer le point de vue des industriels qui peuvent faire partie de la solution à la problématique. En effet, donc on met au point des alternatives qui sont démontrées scientifiquement par de nombreuses agences de santé quand même étant moins nocives, qui font leurs preuves dans de nombreux pays. Si on regarde autour de nous, des États qui sont souvent cités, hein, la Suède, si on prend la Suède sur les sachets de nicotine, c'est le seul pays d'Europe qui peut prétendre être non-fumeur aujourd'hui, avec moins de 5% de fumeurs dans sa population grâce au tabac oral et aux sachets de nicotine sans tabac désormais. Mais les exemples sont multiples. Tous les pays, le Japon, l'Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, on peut aller chercher des pays plus ou moins lointains. Tous ceux qui ont fait baisser leur nombre de fumeurs se sont appuyés, ont intégré cette approche de réduction des risques dans leurs approches, sans pour autant renoncer au sevrage et à la prévention et à la non-initiation des mineurs. Je voudrais dire une chose sur les amalgames, parce que vous avez affaire à 4 industriels. Je ne parlerai pas au nom des 4, mais quand même, on est tous là. D'éviter les amalgames avec tout un ensemble d'opérateurs qui sont sur le marché. Nous ne représentons pas l'intégralité des produits qui sont aujourd'hui commercialisés en France et dans le monde d'ailleurs, qu'il s'agisse en effet de puffs, de cigarettes électroniques jetables ou d'autres produits. Il y a prolifération de produits et nous appelons en effet à une réglementation très stricte parce que notre durabilité également est en jeu dans le fait de distribuer ces produits à des fumeurs adultes, on le répète. Ils sont destinés à des gens qui fument des cigarettes qui sont réputées nocives et l'objectif c'est de les convertir à ces produits moins risqués parce que le sevrage n'est pas faisable par tout le monde, où il y a des personnes qui n'arrêtent pas de fumer. Si une solution miracle, qu'il s'agisse de substituts nicotiniques, de la vape ou d'un autre produit était miracle, on n'aurait déjà plus de fumeurs en France. Ce n'est pas le cas. Donc ces produits ils ont vocation aussi à adresser cette problématique. On ne combat pas la fiscalité comportementale chez Philippe Maurice.
on appelle à une fiscalité comportementale bien appliquée. Pendant des décennies, il n'y avait qu'un type de produit, le produit combustible brûlé, la cigarette. Donc il y avait des hausses de taxes qui, aujourd'hui, dans les hausses qu'elles connaissent, montrent les limites puisqu'on atteint un niveau de marché illicite. Les gens, en fait, les fumeurs adultes contournent les taxes en allant chercher des produits non taxés, donc dans le marché parallèle. Aujourd'hui, si on regarde le paysage nicotinique, on a un ensemble de produits de par le monde qui sont mis au point, qui sont des alternatives à la cigarette. Donc on n'a plus un seul type de produit. Pour nous, cette fiscalité comportementale, elle doit être repensée pour s'adapter à cette multicatégorie de produits et taxer plus les produits qui sont plus nocifs et moins les produits qui sont moins nocifs. C'est le propre d'une fiscalité comportementale d'encourager la consommation de produits moins nocifs. Si je regarde la liste des éléments qui avaient été évoqués, sur Alcom, quelques chiffres tout de même. Donc en effet, on est partie prenante, on est financeur de cette filière de responsabilité. Et aujourd'hui, il y a des objectifs précis qui sont fixés à cette REP mégot. On couvre 35% de la population française avec des contractualisations auprès des communes, puisqu'on soutient financièrement les communes pour nettoyer les mégots. La vocation de cette filière, de cette REP, c'est de nettoyer les mégots dans les rues. Donc avec des opérations d'abord de sensibilisation de la population, des distributions de cendriers de poche. Aujourd'hui, on en est à 1,7 million de cendriers distribués, mise à disposition d'équipements, donc outils de sensibilisation et soutien financier. Et on pourra vous fournir bien évidemment un rapport complet sur les activités de cette REP sur laquelle on travaille avec également les autorités et les ministères concernés. Voilà ce que moi je pouvais dire. Peut-être un mot sur le travail des enfants. Philippe Maurice est engagé dans toutes les dimensions de sa durabilité et notamment dans le fait de soutenir les agriculteurs du monde entier pour qu'ils aient des conditions de vie, de travail, de ressources tout à fait sustainable, enfin durable, et éviter le travail des enfants. Voilà, je vous remercie. Très bien. Madame Sauce, il faut fermer votre micro. Si vous pouvez fermer votre micro, madame, merci. Sur la question des profits, oui, nous sommes dans une logique commerciale, comme toute entreprise. En revanche, la première part de marché que nous souhaitons prendre aujourd'hui, c'est la part de marché légale qui revient actuellement à l'illégal. Les produits évoqués, notamment l'exemple des sachets de nicotine, je ne reviendrai pas en détail sur ce que vient d'évoquer mon homologue, mais représentent un intérêt en termes de réduction de la prévalence tabagique. L'exemple de la Suède est à ce titre parlant. Sur les accusations relatives à la dangerosité du tabac, oui, le tabac est un produit dangereux. Personne ne le conteste. Nous ne sommes pas là pour contester ce fait qui est une vérité. En revanche, nous sommes des acteurs légaux. Nous opérons dans un cadre strictement contrôlé, à la fois sous contrôle fiscal et sanitaire, et avec des systèmes de traçabilité et de sécurité robustes. Donc là, la question n'est pas de savoir si le tabac est un produit dangereux ou non. Il l'est. La question est de savoir si l'on souhaite que ce produit soit distribué par des opérateurs légaux et contrôlés ou par des réseaux mafieux sans contrôle. Donc, je pense que nous présenter comme la source du problème est une erreur de diagnostic. Le marché parallèle ne rapporte rien, il nous coûte. Tant que nous ne procéderons pas au bon diagnostic, je pense que la solution ne sera pas, on ne trouvera pas de solution. Merci beaucoup. Enfin, quand vous parlez de la transparence du marché, c'est pas parce que vous le dites que c'est la réalité. Enfin, c'est quand même, et vous n'êtes personne d'aborder ce sujet encore. Ce serait bien que vous l'abordiez sur la traçabilité, sur la transparence de ce marché qui est absolument pas assurée. Monsieur Charbonneau. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, le tabac, les méfaits et les risques associés au tabagisme sont documentés, sont reconnus par l'industrie. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes engagés dans une voie de transformation. Transformation de notre industrie, je vais parler pour mon groupe. Et
évidemment, le meilleur choix pour un fumeur, c'est d'arrêter. C'est le meilleur choix. Mais ce n'est pas tous les fumeurs qui souhaitent ou qui peuvent arrêter. Et ce que nous souhaitons, c'est d'offrir à ces fumeurs des alternatives dans un esprit de réduction des méfaits, comme ça se fait dans d'autres domaines, avec d'autres catégories de produits. Et au niveau de la profitabilité, l'ambition de BAT est connue, transparente, c'est d'arriver avec des revenus, des produits qui sont des produits alternatifs, donc pas la cigarette et le tabac combustible, des revenus qui atteindront 50% du chiffre du groupe d'ici 2035. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20%, donc c'est une procession, c'est un chemin encore à parcourir, et c'est pour cela que nous souhaitons et que nous encourageons les autorités publiques à regarder les faits, la science autour des stratégies de santé publique qui sont axées sur la réduction des méfaits pour accompagner les fumeurs vers des alternatives moins nocives. En France, BAT France a dépassé à ce stade l'objectif ou le seuil que le groupe a. Je vous ai dit, le groupe aujourd'hui est à près de 20% de ses revenus qui proviennent des sources alternatives et non pas de la cigarette. Mais il y a encore du chemin à faire avec l'incidence et la prévalence tabagique qui est très élevée en France lorsqu'on la compare à d'autres pays, tels qui a été évoqué par certains de mes homologues. Le tabagisme en France dépasse presque le double de la moyenne de l'OCDE. Alors, nous sommes donc dans cette transformation et nous souhaitons évidemment pouvoir collaborer avec les autorités de santé publique et ce, afin d'arriver à des générations et à des sociétés qui sont sans tabac. Alors voilà pour ce qui est de l'essentiel des propos. En ce qui concerne Alcom, ça a été dit, nous sommes évidemment tributaires du cahier de charge qui aurait lieu d'être révisé. Nous travaillons évidemment aussi sous la supervision et la tutelle des autorités gouvernementales en ce sens. Merci. Très bien. Madame Brabant. Alors, je vais avoir un propos que vous allez trouver très similaire à celui effectivement de mon homologue, mais nous pensons, nous aussi, chez Imperial, qu'il est de notre responsabilité effectivement d'améliorer nos produits et de proposer des alternatives à risque réduit comparativement à la nocivité du combustible et du tabac, et donc plus classiquement de la cigarette. C'est pourquoi nous avons entamé depuis déjà maintenant plus de 10 ans, une décennie de la recherche et vraiment des investissements effectivement pour pouvoir proposer ces alternatives à risque réduit, et notamment la vape sur laquelle nous nous concentrons. Ce choix justement de la vape est celui-ci, puisque notamment vous avez des études, et de nombreuses études depuis 2015 en Angleterre, qui vont vous dire, qui viennent de l'équivalent de Santé publique France anglais, qu'elle est moins nocive à 95% comparativement effectivement à la cigarette. Donc nous pensons vraiment qu'elle est une alternative au tabac et qu'elle permettra de répondre à cet enjeu de santé publique. Sur la question justement de ce choix également, nous avons de nombreuses études également, dont deux que je peux vous citer, qui sont typiquement une étude 2022 de Santé publique France avec l'INSERM et avec Epiderm, et une autre étude anglaise, donc Preventive Medicine, qui, toutes les deux, vont expliquer que sur la cigarette électronique, on arrive d'avoir un effet 2 fois plus important que effectivement les substituts nicotiniques qui vont être vendus en pharmacie pour pouvoir accompagner le fumeur adulte, je spécifie bien spécifiquement le fumeur adulte, sur une réduction de son tabagisme, voire vers une cessation effectivement de l'usage du tabac combustible. Alors, nous sommes conscients, bien entendu, nous aussi, en tant qu'industriels, des dérives d'autres industriels. Je pense que je peux parler pour mon entreprise, mais également pour celle autour de cette table, en vous disant que sur les produits du vapotage, nous n'utilisons pas de dénomination chamallow ou ce genre de produits qui sont à même, effectivement, d'attirer les mineurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous souhaitons fermement un encadrement qui permette de réduire au maximum la possibilité et d'interdire ces
ces dénominations et toute pratique marketing qui également irait dans le sens de pouvoir attirer les mineurs, soit en utilisant un imaginaire lié à la jeunesse, comme effectivement des dessins de manga, des dessins animés, ce genre de choses, mais également effectivement toute dénomination liée à la confiserie et liée à tout ce qui va être les pâtisseries, notamment. Sur la question d'Alcom, effectivement, nous sommes liés par un cahier des charges. Nous sommes sous l'autorité de l'État et effectivement, dans ce cahier des charges-là que nous souhaiterions voir améliorer, il y a des questions qui nous empêchent de pouvoir atteindre nos objectifs immédiats, qui sont notamment la prise en compte du gisement non contribuant, qui pour l'instant nous fait peser une charge supplémentaire, alors que comme on vous le disait, sur la part justement contrebande et contrefaçon qui est massive en France, nous n'estimons pas pouvoir et être en capacité et devoir effectivement prendre en charge cette part-là pour pouvoir répondre à nos objectifs. Très bien, merci. Je donne la parole à Madame Ronceret. Sophie Ronceret. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la Commission des Affaires sociales pour répondre à nos questions nombreuses sur ce sujet important. Vous mettez aujourd'hui en avant vos nouveaux produits, notamment les cigarettes électroniques, le tabac chauffé ou les substituts nicotiniques, en les présentant comme des alternatives moins nocives au tabac combustible. Mais nous nous inquiétons d'un double discours qui est porté. D'un côté, la promesse de réduction des risques et de l'autre, des stratégies marketing, notamment sur les réseaux sociaux, qui entretiennent une forte attractivité, notamment auprès des jeunes. Ma question est la suivante. Comment pouvez-vous garantir que ces nouveaux produits ne deviennent pas un levier de recrutement d'une nouvelle génération de consommateurs, comme nous pouvons aisément le penser au regard des différentes stratégies qui sont mises en place aujourd'hui? Je vous remercie. Merci beaucoup. Paul Christophe. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, vous le savez, la dangerosité du tabac ne fait plus débat. Et si ce produit apparaissait aujourd'hui sur le marché, il serait immédiatement interdit. Petite digression de ma part, Madame, vous nous avez parlé de recettes fiscales qui nourrissent le budget de la sécurité sociale, mais pas des dépenses de santé provoquées par la consommation de tabac et ses effets sur la santé. Pourtant, vous commercialisez chaque année des milliards de paquets dans un contexte où la France, comme beaucoup d'autres pays, mène une lutte déterminée contre le tabagisme, notamment par l'augmentation des prix, l'interdiction de la publicité et le paquet neutre. Le point faible de cette stratégie, nous en convenons tous, reste le commerce parallèle. Alors que près de 2 milliards de paquets sont écoulés chaque année sur notre territoire, il n'a jamais été aussi facile de se procurer du tabac, légal ou illégal, avec une fiscalité parfois dérisoire hors de nos frontières, offrant un terreau fertile à la contrebande et à la contrefaçon. Les chiffres sont sans appel. Le commerce parallèle entretient une rentabilité toujours croissante pour les majors du secteur qui se partagent plus de 60 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Alors ma question est simple. Pourquoi vous opposez-vous partout à la mise en œuvre du protocole de l'OMS contre le commerce illicite de tabac qui impose quotas de livraison et surtout traçabilité strictement indépendante? Vous nous avez également provoqué en parlant de courage politique, monsieur. Alors pouvez-vous aujourd'hui prendre l'engagement devant notre commission de soutenir l'instauration d'une traçabilité indépendante sur tous les constituants des cigarettes, si votre préoccupation sur la contrefaçon est réelle? Enfin, nous attendons des réponses claires sur le coût réel de fabrication de vos produits et sur ce qui rend la contrefaçon, selon vous, si rentable, alors que les vrais produits sont eux-mêmes accessibles à bas prix dans de nombreux pays voisins. Je vous remercie par avance. Merci beaucoup. Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. D'abord, c'est l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat, jusqu'à notre collègue David, d'écouter, d'auditionner tous les protagonistes de l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale. Et moi, je suis heureux que vous soyez devant nous. Je trouvais vos propos un peu durs. D'ailleurs, Paul Christophe, avec beaucoup de pertinence, a parlé de courage politique. Je pense qu'il faut aller au bout du courage politique. Les conséquences, le président Valletoux les a rappelées, dramatiques du tabac. Sur les coûts sociaux, sur les coûts environnementaux et en termes de santé, plus de 160 milliards. Donc ça appelle, me semble-t-il, en notion de courage, que chacun prenne sa part. Alors, pour aller dans le sens de ce que vient de dire à l'instant Paul Christophe, sur le sujet de la traçabilité, j'ai souvenir d'un amendement que j'ai déposé dans cette maison il y a quelques années pour faire en sorte qu'il y ait une traçabilité sur l'ensemble des paquets au travers des codes à barres pour savoir où étaient les origines de production, pour être sûr qu'à l'intérieur du marché européen, on ne soit pas envahi par d'autres marchés. Or, à l'époque, vous êtes opposé à la mise en place de cet amendement et de cette traçabilité. La première des luttes, c'est la traçabilité. Je suis de ceux qui pensent qu'au bout d'un moment, l'augmentation des taxes ne produit plus d'effet.
On en voit les conséquences, vous l'avez dit. Contrairement à ce que vous avez dit en revanche, la consommation, elle a stagné, voire elle a un peu diminué. Et la dernière question, est-ce que oui ou non, pour vous, le courage, c'est d'interdire toute consommation de produits, soit le tabac, soit des produits de substitution aux mineurs? Est-ce que vous êtes prêt à financer une partie de ce sujet? Est-ce que sur la recherche médicale, vous êtes prêt à vous investir beaucoup plus, justement, pour les conséquences qu'il y a de tabac sur la santé? Êtes-vous prêt à le faire? Le courage, c'est aussi cela. Et enfin, est-ce que vous vous engagez à arrêter toute communication sur les réseaux sociaux en direction de la jeunesse? J'ai entendu ce que disait la collègue, c'est vrai que les fléaux sont en train de se lever chez les jeunes au travers des produits dérivés, et je pense que ce sera encore plus grave que ce qui s'est passé avec le tabac. Merci beaucoup. Nicolas Turquois. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette rencontre. Bon, merci aux intervenants pour leur présence. C'est bien être le seul remerciement que je vais leur faire, parce que votre intervention initiale, elle est édifiante. Il y a un proverbe chinois bien connu qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc il y a des enjeux majeurs de santé publique, il y a des enjeux majeurs sociétaux, des enjeux majeurs environnementaux liés au tabac. Et vous nous parlez par rapport à ça du trafic, que la fiscalité, finalement, on a l'impression qu'elle encouragerait presque même la consommation, que la solution, c'est la substitution par des produits nicotiniques. Je suis atterré par cette irresponsabilité et les propos que vous avez tenus. Je n'ai pas entendu parler de programme de reconversion de vos entreprises vers autre chose comme activité, parce que j'entends qu'elles vivent de ce modèle-là, mais elles auraient pu initier un programme de reconversion. Je n'ai pas entendu d'action sérieuse pour limiter ces achats de contrebande dont vous êtes aussi parfois bénéficiaires, parce que ce sont parfois vos produits. Ça a été cité notamment par mon collègue en matière de traçabilité. Et puis, quelle action de prévention vous faites massivement pour la jeunesse si vos propos que vous avez pu tenir par la suite sont conformes à vos engagements? Merci beaucoup. Je vais prendre tous les orateurs, comme ça permettra de ramasser les réponses. Monsieur Lozana. Oui, très rapidement, parce que j'adhère à tout ce qui vient d'être dit, en particulier donc sur le traçage, parce que quand même, cette information que vous nous devez, ça fait longtemps qu'elle est réclamée, et évidemment, vous ne la faites pas. Mais je voulais dire que votre argumentation nous pousse à ne pas adhérer à ce que vous dites, parce que vous dites des choses absolument fausses. Par exemple, les politiques de lutte contre le tabac ont donné des résultats. Je suis désolé de devoir le dire à M. Charbonneau, mais les chiffres sont tombés il y a peu, par exemple sur la jeunesse, et je peux vous les dire, sur les jeunes de 16 ans, le tabagisme quotidien est passé à 3,1 à 2024 contre 16% en 2025, et sur les adolescents de 17 ans, en 2022, c'est 15,6% contre 25,1%, une baisse de 9 points en quelques années. Tous ces chiffres, on peut les trouver. Les politiques de lutte contre le tabac sont efficaces. C'est d'ailleurs bien pour ça que vous avez essayé d'anticiper en ayant une dérive vers les produits nicotiniques. Sauf que votre bonne foi est mise en question parce que vous avez une stratégie très agressive de communication vis-à-vis des jeunes. Et pas des consommateurs de tabac, vis-à-vis des jeunes, pour que ça soit de nouveaux consommateurs. Et la nicotine, c'est bien le produit qui crée une addiction. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas adhérer à ce que vous dites. Vous faites en plus un écran de fumée, entre guillemets, avec le sondage KPMG, que tout le monde sait est surévalué. Bien évidemment qu'il faut lutter contre le tabac illicite, et nous en sommes tous d'accord. C'est le rôle de l'exécutif. Nous sommes le législatif, et nous disons qu'il faut aussi continuer à faire une taxation des produits du tabac qui doivent augmenter, parce qu'on sait que c'est efficace, et en particulier ça a été démontré chez les classes populaires les plus basses. Et dernier point là-dessus, cette augmentation du tabac, du prix du tabac fait partie de notre stratégie. Et quand vous comparez le prix du tabac il y a 20 ans, 4 € à maintenant, il y a aussi une inflation dont vous n'en avez pas parlé. Enfin, ça devient un peu ridicule. Votre argumentation, on ne peut pas l'entendre parce que vous dites trop de choses fausses. Madame Corneloup. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. En France, la fiscalité sur le tabac a fortement augmenté ces dernières années, et cela a contribué à une baisse d'environ 32% des ventes officielles de cigarettes sur la même période et à une chute historique du nombre de fumeurs.
En contrepartie, les recettes fiscales du tabac atteignent encore 13,4 milliards en 2022. L'industrie du tabac soutient souvent que des taxes trop élevées alimenteraient un marché parallèle important. Cependant, les experts indépendants notent qu'aucun chiffre ne corrobore une explosion du commerce illicite imputable aux taxes. L'OMS estime même que le développement du marché noir provient essentiellement des fabricants eux-mêmes, du fait d'un défaut de traçabilité, d'une surproduction détournée. Quelle part de responsabilité vous attribuez-vous dans ce problème du trafic illicite ? L'OMS souligne que le trafic illicite est largement alimenté par des fuites de la chaîne d'approvisionnement officielle. Comment y remédier et comment protéger nos jeunes par rapport à cette publicité extrêmement violente qui est faite sur les réseaux sociaux en faveur du tabac et autres produits? Je vous remercie. Très bien, merci. Avant cet ultime tour de réponse, je pense que vous avez senti que le sujet, je l'avais dit, la question de la transparence et de la traçabilité est quand même assez incompréhensible et revient dans plusieurs questions. Donc si dans vos réponses, vous pouviez répondre à ce sujet, ce serait formidable. Vous voulez qu'on recommence le même tour dans l'ordre? Alors, Madame Martel. Alors, commençons par cette question de la traçabilité. Donc, depuis 2019, un système de traçabilité est mis en place par l'Union européenne. Il est sous le contrôle des douanes de tous les pays d'Europe. Je tiens à être factuelle parce qu'on entend sans arrêt que ce n'est pas indépendant. Mais il y a un code unique appliqué sur chaque paquet. En France, ce code, il est édité, imprimé par l'imprimerie nationale. Les machines sont scellées, contrôlées par les douanes. Donc, d'autres preuves d'indépendance du processus, c'est un processus et une chaîne qui est européenne, contrôlée par les douanes. Les douanes ont les données de traçabilité. Donc voilà, sur ce point-là, ce sera ma réponse. Après, ça rejoint aussi celle des trafics. Aujourd'hui, les trafics, c'est une réalité de terrain qui est dénoncée par de multiples acteurs. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait des arrestations, des démantèlements d'usines, donc des arrestations et des démantèlements. Les buralistes dénoncent les trafics, ils en souffrent. Les maires des communes qui sont concernées souffrent de la vente à la sauvette. Il y a une délinquance de proximité qui s'installe, qui crée un sentiment d'insécurité dans tous les quartiers. Les douanes, dans leur dernier rapport, font état que 19% de leurs saisies sont de la contrefaçon. Je pourrais multiplier comme ça jusqu'aux parlementaires l'année dernière qui n'ont pas voulu hausser les taxes, n'ont pas voulu voter certains amendements parce qu'ils dénonçaient les trafics dans leur région. Donc il y a une réalité de terrain. Et après, sur les chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on sait bien que ce rapport KPMG, dont je rappelle qu'il a été demandé par la Commission européenne en 2004, financé en effet par les industriels, aujourd'hui, il est la seule source qui permet d'avoir une traçabilité dans le temps, c'est le cas de le dire, enfin de pouvoir faire des comparatifs de volume entre les années avec une méthodologie qui perdure dans le temps. Si on regarde un petit peu les chiffres, pour avoir une idée du commerce parallèle, on prend la prévalence qui est donnée par Santé publique France, la prévalence totale en France. On regarde la consommation journalière de cigarettes qui est faite par ces fumeurs. On arrive à une consommation totale. Si on applique à cette consommation totale, donc qui encore une fois vient des chiffres publics de Santé publique France, on lui applique les taux, la fiscalité actuelle, on arrive à 21 milliards de recettes fiscales qui devraient arriver dans les poches de l'État. Or, on est à 13,2, vous disiez 13,4, on a 13,2, mais enfin bref, on a ce montant. Donc il y a bien un différentiel. Donc il y a bien des achats de cigarettes et une consommation de cigarettes qui échappent à la taxe. Ce ne sont pas les données KPMG dont je vous parle, ce sont des calculs qui sont faits à partir de données chiffrées publiques. Donc la réalité des trafics... Pardon, excusez-moi, la réalité des trafics, elle est difficilement contestable. On a aussi une violence qui monte autour de ces trafics avec une polycriminalité qui est dénoncée par les douanes. Le rapport des douanes en parle. Europol en a fait une priorité parce que le trafic du tabac aujourd'hui est assuré par les mêmes trafiquants que ceux de la drogue. On voit aussi monter des trafics dans les épiceries, dans les bars associatifs. Il y a eu des rixes, il y a des opérations assez violentes dont on entend tous parler.
Les fédérations d'ailleurs de commerçants les dénoncent. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Après, il faut se poser la question de la cause. En effet, la taxe qui est devenue extrêmement élevée et effectivement la population de fumeurs pour beaucoup est peu favorisée. La taxe, les fumeurs essayent de la contourner en allant chercher des produits qui ne sont pas taxés. Il est difficilement imaginable de rendre responsable l'industrie de la politique fiscale qui est à l'œuvre. La France, elle s'est mise dans cette situation avec des hausses de taxes répétées qui ont pu marcher à une époque, mais tous les pays qui ont eu cette approche fiscale sur les produits du tabac, à un moment donné, ont observé qu'il y avait un plafond d'efficacité et se sont tournés vers les nouveaux produits, ont intégré ces nouveaux produits dans leurs approches pour accélérer l'arrêt du tabagisme par les fumeurs. Alors juste un mot, peut-être sur, parce que ça va avec les trafics, le surapprovisionnement, les quotas dont qu'on a déjà mentionné. Alors on a une lecture du protocole de l'OMS qui n'est pas celle des personnes qui encouragent la mise en place de quotas. Pour nous, l'OMS en fait ne demande pas que les ventes des fabricants soit proportionné à un marché national local. Ce que demande l'OMS, le protocole de l'OMS, c'est que les ventes de fabricants aux distributeurs soient proportionnées à la demande du marché où les produits sont vendus ou utilisés, sans notion de nationalité des consommateurs. Donc, dans un marché unique européen où il y a une libre circulation des personnes, on imagine mal qu'on puisse demander la nationalité des personnes ou conditionner les fournitures aux distributeurs à la nationalité des consommateurs. Ce serait contraire au droit européen. Et concrètement, si on se met dans la situation, un fumeur français va acheter son paquet de cigarettes donc à l'étranger où ça va être moins taxé. Si le buraliste étranger lui répond j'ai eu un quota, donc j'atteins mon quota, je ne peux plus vous fournir de cigarettes, est-ce qu'on pense sérieusement que le fumeur français va arrêter de fumer ou repartir acheter ses cigarettes chez le buraliste français? Non, parce qu'en fait, si on se pose la question de pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il contourne la taxe. Donc ça va seulement mettre en place une pénurie, une rupture de stock de manière forcée, et la personne, elle va se tourner encore plus vers le marché illicite. En fait, c'est pour ça que pour nous, la solution, c'est d'arriver à proposer aux consommateurs, aux fumeurs français, une alternative, quelque chose d'autre que l'illicite, quelque chose qui soit aussi compétitif par rapport à l'illicite. Donc ces alternatives qui sont réputées moins nocives malgré tout par de nombreuses autorités de santé de par le monde. Voilà. Juste, je voudrais faire juste une remarque. Sur la recherche. Alors nous appelons de nos voeux qu'il y ait de la recherche de fait. On serait ravis de contribuer. L'ANSES, en fait, pour l'instant, on appelle à ce qu'elle fasse l'évaluation des produits. Nous, on aimerait que les autorités de santé fassent cette recherche sur les produits de la nicotine, sur l'évaluation de leurs bénéfices-risques. On l'appelle de nos voeux. Les budgets de recherche afférents ont été divisés, ont été extrêmement réduits l'année dernière, les budgets de la Mildeca pour faire de la recherche, et ce qu'on déplore énormément. Voilà, je vais laisser mes collègues parler en effet. Très bien, merci beaucoup. Madame Sauce. Oui, sur la stratégie... Oui, sur la question de la stratégie très agressive, stratégie marketing et de promotion de l'industrie auprès des mineurs. Donc, je m'exprime pour mon groupe, mais nous n'avons aucune activité de promotion de marketing sur les réseaux sociaux. Nos activités auprès des acteurs publics sont déclarées, elles sont conformes aux règles de transparence et de déontologie et se limitent à ces activités. Sur la question de la traçabilité, je crois comprendre que c'est un sujet qui intéresse. Donc sur cette question de la traçabilité et de l'éventuelle responsabilité de l'industrie du trafic illicite et des fuites qui pourraient survenir sur notre chaîne d'approvisionnement, là encore, je m'exprime au nom de mon groupe, mais il s'agit d'une erreur de diagnostic. Nous n'avons aucune responsabilité. Je pense que je peux d'ailleurs m'exprimer au nom des groupes présents à cette table. Bien au contraire, nous, comme nous l'avons dit, collaborons activement avec les autorités, avec les pouvoirs publics, et nous investissons massivement pour sécuriser cette chaîne d'approvisionnement. Je vais vous partager un chiffre assez édifiant et qui répondra, je pense, à certaines de vos questions. En 2024, sur l'ensemble des saisies de marques GTI, 96,4%
étaient des contrefaçons. Donc ça traduit bien que du côté des fabricants, il y a une certaine responsabilité afin de sécuriser cette chaîne d'approvisionnement, mais ça traduit surtout la réalité de ce phénomène qui est la contrefaçon. Je pense que je répondrai également sur la question relative à l'interdiction de la consommation aux mineurs. Nous y sommes bien évidemment favorables. Il y a là d'ailleurs à ce niveau-là un véritable trou dans la raquette, puisque au moment où nous parlons, il n'y a aucun cadre réglementaire protégeant les mineurs, en particulier pour les nouveaux produits. Et c'est la raison pour laquelle JTI se positionne pour la mise en place d'un cadre réglementaire strict et proportionné afin de protéger les mineurs et de mettre en place cette interdiction aux mineurs. Et je pense à ce sujet qu'il serait également intéressant d'associer les buralistes à cette réflexion, qui ont un rôle assez important à jouer dans la mise en place de ce cadre réglementaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Charbonneau. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions à vous tous. Je vais débuter avec le protocole de l'OMS. Je me suis senti légèrement interpellé. Mais écoutez, c'est dans un esprit positif que j'ai fait cette remarque, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est complexe, qui est controversé. Je suis particulièrement heureux qu'on ait cet échange aujourd'hui, même si certains évoquent que c'est peut-être à l'encontre de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS, ce que l'article 5.3 n'interdit pas, mais souhaite plutôt que ce soit encadré, que ce soit dans des débats transparents, comme aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, évidemment, je l'ai dit dans mon propos, la mise en œuvre de protocoles internationaux est souhaitable. Le problème du commerce illicite de tabac est un problème et un phénomène mondial et qui dépasse aussi les frontières de l'Union européenne. Alors oui, on peut parler de mesures qui pourraient être adoptées au sein de l'Union européenne, mais la chaîne d'approvisionnement de produits illicites n'est pas exclusive à l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces produits qui proviennent de l'extérieur de l'Union européenne. Le protocole de l'OMS pour la lutte contre le commerce illicite du tabac n'est pas ratifié par l'ensemble des pays membres et signataires du protocole, en français je ne l'ai pas, là, mais le protocole de l'OMS pour la lutte contre le tabac, là, le FCTC. Il n'y a que 70 pays qui l'ont signé et pas encore mis en place nécessairement. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Concrètement, au niveau de la traçabilité des produits, cette mesure a été mise en œuvre de façon indépendante de l'industrie, complètement en Europe. Alors ça, c'est chose faite. Donc, nous nous y conformons et nous produisons, et vous avez, les gouvernements, les autorités ont accès à toutes les données du début de la fabrication du produit jusqu'à son point de vente. Alors, ceci est déjà en place et nous appuyons cela. Et nous nous y conformons à 100%. En ce qui a trait au contrôle des autres entrants qui font partie de la fabrication des produits, il y a en ce moment même un groupe de travail au sein de l'équipe du protocole, des États membres qui ont signé le protocole, et ils doivent faire rapport lors de la prochaine réunion en novembre à Genève, la MOP 4. Members of Parties réunion. Alors, nous attendons évidemment avec impatience les conclusions de leur rapport et oui, nous souhaitons voir la mise en place de contrôle d'autres éléments qui servent à la fabrication de cigarettes pour peut-être aider justement à cerner les sites et les usines de fabrication illégaux, que ce soit en Europe ou ailleurs, où il y aura des signataires. Pour ce qui est des quotas, je crois que tout a été dit autour de ça, mais ma compréhension aussi, c'est que ça irait fort probablement à l'encontre de l'esprit même de l'Union européenne, c'est-à-dire la libre circulation des gens et des biens. Alors, si cela doit être revu, même si ce n'est pas dans le protocole de l'OMS, l'article 7 ne fait pas mention de quotas précisément, ça serait un sujet à discuter au niveau de l'Union européenne. Cela dit, on déplacerait le problème. Encore une fois, ce n'est pas la majorité des produits qui proviennent de pays frontaliers et ça ne s'appliquerait donc pas, ces quotas, et comment les faire appliquer.
aux pays qui sont la source de produits de tabac illicites, que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs dans le monde. Pour ce qui est des jeunes, sujet très intéressant et pertinent, les jeunes, ça a été dit aussi, mais aucun de nos produits ne devrait être consommé par les jeunes. Ces produits s'adressent à un public adulte, déjà fumeur ou consommateur de produits de nicotine. Et certains avancent que ces produits sont mis de l'avant pour justement recruter des nouveaux consommateurs, alors qu'un de vos collègues qui a quitté la salle maintenant faisait état de chiffres où la prévalence tabagique a baissé de 9 %. Donc, il n'y a pas ici de cause à effet au niveau du tabagisme auprès des jeunes. Évidemment, nous supportons fortement, et je l'ai dit et je le répète, l'encadrement de ces produits, l'interdiction de leur vente aux mineurs, le contrôle serré des sanctions sévères en cas d'infraction pour ceux et celles qui fourniraient ou qui vendraient ces produits aux mineurs. Mais évidemment, l'interdiction et les trafiquants dans la rue n'en ont que faire de l'âge du client. Alors l'interdiction n'atteindra pas les objectifs que nous souhaitons tous, c'est-à-dire d'empêcher l'accessibilité de ces produits aux mineurs. Je crois que j'ai fait le tour de l'essentiel des questions qui ont été posées. Merci. Alors, dernière oratrice, Madame Brabant. Je vous remercie. Avant que la salle ne se vide complètement. Allez-y. Oui, et j'allais dire justement qu'il est toujours délicat de passer en quatrième après effectivement que les propos sur les sujets aient pu être... Les débats sont de toute façon diffusés, il y a aussi des gens qui regardent, ne vous inquiétez pas. Bon, parce qu'effectivement la salle, comme vous le disiez, s'est vidée. Sur la partie effectivement liée à track and trace, à la traçabilité, nous, comme vous le savez, on est très engagés, et je pense tous autour de la table, effectivement, à lutter contre le commerce illicite. On en fait mention à chaque fois qu'on est effectivement invité dans ce type d'audition comme aujourd'hui. Sur la question de l'indépendance, effectivement, de cette traçabilité, je ne ferai que souligner effectivement les propos de mon homologue sur la mise en place donc d'un système qui est avec exactement un numéro qui est donné effectivement par l'imprimerie nationale qui est un organisme qui est mandaté par l'État pour le mettre en place, qui fait d'ailleurs nos cartes d'identité, nos passeports et de nombreux documents sécurisés, et donc qui montre le sérieux effectivement de cet organisme. Sur la question des données, puisque je sais que ça a été également abordé, nous n'avons pas accès à ces données-là, données qui sont gérées effectivement par des entrepôts primaires et secondaires et analysées, et qui sont gérées donc par ces entrepôts désignés encore une fois par l'autorité publique, et dont les données vont vers l'autorité publique et non pas vers nos entreprises. Par ailleurs, ce système de traçabilité track and trace avait été d'ailleurs considéré comme conforme au protocole de l'OMS en 2019 par M. Darmanin, alors ministre des Comptes publics, quand il répondait à une question écrite de l'un de vos homologues parlementaires à l'époque. Sur le principe des mineurs, effectivement, nous aussi, nous sommes forcément très impliqués sur le fait de restreindre au maximum l'accessibilité des produits aux mineurs. Et d'ailleurs, je permettrai de souligner que dans le cadre de la VAP, ces produits-là sont déjà interdits aux mineurs, et que la première question, c'est d'abord le respect de la loi. Faire en sorte, effectivement, que les détaillants respectent la loi, et donc c'est la question des contrôles. Ensuite, il est également, bien entendu, la question des canaux de distribution. Et je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion sur ces canaux de distribution, puisqu'on ne peut pas avoir des produits de vapotage dans des grandes enseignes de bricolage, de décoration, et donc forcément qui peuvent être avec des mineurs présents qui accompagnent leurs parents, typiquement dans ce genre d'endroits, ou qui y vont d'ailleurs par eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment une réflexion aussi là-dessus. Sur la question du marketing, on en a déjà discuté, je vous ai déjà expliqué mes propos, et je vous ai déjà exprimé également nos engagements et nos lignes directrices sur le sujet, puisqu'effectivement, nous avons des lignes directrices en propre dans notre entreprise pour limiter un maximum l'attrait des mineurs pour ces produits-là. Quand vous parliez effectivement de l'étude OFD sur la question de la baisse de la prévalence, enfin, c'est pas de la prévalence tabagique, mais de la baisse du tabagisme expérimental sur les moins de 16 ans. Bien entendu, nous nous réjouissons que ce soit le cas. Et sur effectivement l'analyse de ce phénomène,
Il y a bien entendu l'impact des politiques publiques de prévention de la santé publique, mais l'une de vos collègues ici présente proposait que nous faisions de la sensibilisation vers les mineurs justement sur ces thématiques tabac et NGP. Et pour le coup, je ne pense pas que nous devons nous substituer à l'État sur ces sujets-là. Et au contraire, nous devons éviter toute communication vers les mineurs sur cet enjeu-là. Surtout que je me permettrai quand même de souligner sur l'appréciation de ces chiffres les propos qui ont été ceux de la directrice adjointe de l'OFDT et du président de la MILDECA, qui tous les deux soulignaient qu'il y avait aussi une question de changement des représentations sociales, dont on peut se féliciter, avec effectivement une préoccupation plus importante sur la santé, sur le sport et sur le corps, mais par contre également avec un prisme différent vis-à-vis de la sociabilisation et finalement des phénomènes aussi de repli sur soi avec une sociabilisation axée avec Internet, les réseaux sociaux et donc finalement des phénomènes aussi de détresse mentale. Je pense qu'en cette année 2025 où la détresse mentale est un grand cas national, nous devrions quand même effectivement nous pencher un peu plus sur ces phénomènes-là. Voilà pour cette table ronde réunissant les géants de l'industrie du tabac. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LCP.